C'est ce que moi, la question que moi je me pose. Si vous permettez, je tiens à dire ceci. Oui. Pour moi, il y a quand même des choses que nous devons retenir. Nous sommes à l'heure du bilan, nous sommes le 30 décembre. On peut retenir que cette opposition parlementaire-là, c'est quand même une formidable machine à perdre. Que sur toute la ligne. En tout cas, quand on compare le résultat par rapport à la qualité. Elle n'est pas arrivée à grand-chose. Et moi, je retiendrai une image. C'est cette décision que les parlementaires de l'opposition, je crois qu'ils étaient 46, ils ont décidé d'abroger la loi 2009-10 du 13 mai 2009 portant réalisation du RENA et de la LEPI chez nous. Ça a été très maladroit. Ça a complètement embrouillé le message dans l'opinion. Et à la fin, ils sont apparus comme des fraudeurs invétérés. Ceux-là qui ne veulent pas. Donc, à la fin, moi, je continue de dire qu'ils n'ont pas visé juste, ils n'ont pas joué juste. Et c'est vrai, ils avaient déjà perdu la bataille dès le départ, dès le jour qu'ils ont voté cette loi-là sur la LEPI. Et après, ils ont voulu faire du rétro, pédaler. Oui, c'est déjà pas possible. Ça ne se fait pas, on ne prend pas de reverse à vélo, non? C'est possible. Vous avez raison. On pédale. Il ne faut pas marcher à reculons, il ne faut pas aller dans l'avenir à reculons, comme le disait Paul Valéry. L'humilité consiste à éviter d'affronter plus fort que soi, à mon avis. C'est l'histoire des rapports de force. Oui, c'est l'histoire des rapports de force. Et personnellement, je pense qu'il y a des décisions de cette cour-là qui sont contestables, mais il n'y a que l'opposition s'est mis dans la peau de provocatrice. L'opposition a souvent provoqué la Cour aussi. Dernier exemple, lorsque la Cour a rejeté les 100 millions, l'opposition a reconduit les 100 millions. Donc logiquement, une Cour qui est normale devrait rejeter encore cela. Donc c'est ce que la Cour a fait. Je dis bien qu'il y a des décisions qui sont contestables, mais il n'y a que cette opposition provoque et a perdu. Comme l'a dit quelqu'un, l'opposition a fini par perdre dans cette affaire-là. On va revenir à l'article 81 pour vous dire comment il faut apprécier la décision de la Cour par rapport à l'article 81. C'est que, a priori, rien n'obligeait cette Cour-là à dire non au chef de l'État. C'est parce que c'est une question de transparence. Il y a la Cour d'apprécier tout ça, afficher forcément les résultats sur les lieux de vote. Et si la Cour en est arrivée quand même à accepter cela, je pense qu'on doit pouvoir saluer. Et pour terminer à mon niveau, mon cher Winner, ce qui est très important, c'est d'encourager alors cette Cour à savoir parfois dire non. Ok. Non. Très bien. Voilà. Et sur la question, on va s'en arrêter là. Et nous sommes le 30. C'est déjà, on va se permettre de prendre un peu de temps, un tout petit peu de temps. Nous sommes le 30. Demain, le chef de l'État est attendu au Parlement pour son traditionnel discours à la nation. La Constitution qu'il prescrit pour le traditionnel discours sur l'état de la nation. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours-là? Je commence par Sulpice. Non, moi j'attends d'abord le discours. J'attends le discours. Je ne vais pas prendre le risque de me faire, je sais pas, de passer à côté, parce que connaissant le chef de l'État, c'est le seul qui maîtrise parfois ce qu'il a à dire. Mais j'aurais souhaité quand même avoir des réponses à cette affaire de ICC Service, par exemple, parce que le remboursement devrait commencer depuis le 1er octobre, par exemple, et avoir des intentions claires sur la tenue du scrutin à bonne date. C'est l'intention claire sur la tenue du scrutin à bonne date. Pas le bilan, je ne veux pas un discours bilan du chef de l'État, on pourrait en arriver là, parce que, mais c'est pas ça qui est intéressant. Non. D'abord, des intentions, qu'on montre la bonne foi de tenir les élections à bonne date, et ensuite de nous expliquer un peu là où on en est par rapport à cette fameuse histoire, puisque les gens n'ont pas bien fêté les services. D'accord. Léon Dosso. Oui, non, mais les Béninois ne peuvent attendre le chef de l'État que sur ces deux points-là, essentiellement. Le jour où il sera face au... Il n'y a pas que ça dans la vie, non? Essentiellement. Je dis bien essentiellement. On attend que le président Boni Yayi puisse se prononcer sur cette affaire ici, ces services-là, qu'il puisse nous dire notamment quand est-ce que les remboursements vont effectivement démarrer, qu'il nous justifie un peu la non-tenue de la promesse de démarrer le remboursement en octobre. Il faut qu'il puisse nous l'expliquer. Et la seconde chose, Sulpice l'a dit, c'est la convocation du corps électoral. Pas la convocation du corps électoral, les intentions. En tout cas, qu'il nous dise qu'on ira aux élections à bonne date. On en a besoin. Qu'ils le disent clairement, assez clairement. Oui, mais le chef de l'État l'a déjà dit.
Le chef de l'État, il a dit qu'on ira aux élections. C'est un engagement, c'est une promesse présidentielle. Enfin, ce n'est même pas une option, c'est fondamental. Oui, c'est une obligation. Non, on veut tout simplement que Boni Yayi nous rassure par rapport à beaucoup de choses qui se passent dans le pays, par rapport à cette période électorale et à la convocation à bonne date, ou à la tenue surtout à bonne date du scrutin. Je crois qu'il faut véritablement qu'il rassure les uns et les autres, qu'il montre ses bonnes intentions. Et il faut aussi qu'il nous donne des précisions sur les possibilités de règlement de certaines situations assez délicates, telles que l'affaire ICC, comme l'a dit Sulpice, mais aussi les différentes difficultés dans certains secteurs, comme celui de la santé, par exemple, comme les différents problèmes qui minent l'éducation. Il faudrait qu'il nous rassure sur tous les plans et qu'il nous dise véritablement à quoi on peut s'attendre dans les mois à venir, pour quand même espérer que cette nouvelle année soit meilleure que celle qui est en train de finir, qui n'a pas été très heureuse d'ailleurs. Entre deux voyages, ça dépend pour qui, hein. Entre deux voyages à Abidjan, le chef de l'État doit se rendre cet après-midi. Il est attendu à 17h à l'Assemblée nationale pour le traditionnel, le très constitutionnel discours sur l'état de la nation. C'est donc tout à l'heure, 17h. Vous faites bien de préciser, parce que c'était déjà annoncé pour, je crois, lundi ou mardi, avant le premier voyage en Côte d'Ivoire, mais finalement, je pense que ça va avoir lieu aujourd'hui. Effectivement, que faut-il attendre de ce discours? Évidemment, beaucoup de choses. C'est le tout dernier, Boni Yayi, avant la fin de son mandat. Oui, oui, tout à fait, le mandat de 5 ans, tout à fait. Alors, il faut attendre donc beaucoup. Par exemple, moi, personnellement, je voudrais, puisque on nous a annoncé qu'en 2010, on devrait quand même être à un niveau de bonheur donné, à un degré de bonheur donné. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que notre croissance économique est à 2 chiffres ou proche des 2 chiffres? Nous sommes bien loin de là. Alors, ça va se plancher. Hein, tout à fait. Donc, je pense qu'on doit pouvoir sentir une réponse à cela, une explication au-delà des discours habituels qu'on entend, choc exogène, crise économique et tout le reste. Non? Il y a d'autres certainement facteurs qu'il faudra nous expliquer. J'attends aussi, je ne vais pas revenir sur cette affaire ici que vous avez déjà longuement abordée, mais moi, personnellement, j'ai suivi le chef de l'État même il y a moins d'une semaine, où il s'adressait à des compatriotes, à des citoyens. Ne dessinons pas notre pays, notre patrie. Il insistait sur certains mots clés, des mots qui touchent beaucoup. Mais dans ce sens-là, je veux que le chef de l'État vienne, par exemple, répondre à une série de questions restées sans réponse. Jusque-là, par exemple, des questions soulevées par l'honorable Rosine Diarra-Soglo, des propos attribués au chef de l'État, pourquoi pas, dans ce discours, qui est aussi une sorte de discours bilan, puisque nous sommes en fin de mandat pratiquement. Donc, je pense que nous attendons beaucoup du chef de l'État. Oui. Et aussi, vous attendez beaucoup. Avant, très rapidement, les inquiétudes relatives à une élection à bonne date ou bien au corps électoral, je pense que le problème ne se pose plus. Boni Yayi doit être très heureux en ce moment, puisque vous savez, avec la Cour, la décision de la Cour qui fait de la LPI un instrument fondamental pour les élections à venir, est-ce qu'il sera bien accueilli au Parlement là? Bon, je pense que c'est... Non, parce que compte tenu de la solennité de cet événement, il ne devrait pas avoir... Ils devraient être tous là. Ils devraient être tous là. Donc, je pense que de ce point de vue... Je connais quelqu'un qui ne pourra pas être là. De ce point de vue, je ne sais pas de qui vous voulez parler, de ce point de vue, c'est tout à fait malheureux là aussi qu'on oblige un honorable député à travailler. C'est triste tout ça. Donc, enfin, de toute façon... Oui. On doit pouvoir faire un point à la fin de ce discours du chef de l'État. On doit pouvoir faire un point, c'est son dernier discours avant la fin de son mandat. On doit pouvoir lire dedans un certain nombre de choses. C'est ça. Donc les attentes sont énormes. Un discours d'apaisement. On attend un discours d'apaisement. Un discours d'apaisement, oui, c'est bien. Même si après les actes qui accompagnent ces discours d'apaisement ne sont pas des actes d'apaisement. Mais au moins ça va nous rassurer. L'apaisement avec, pour pilier de ce discours, la tenue à bonne date du scrutin. Oui, c'est ça. Il le dit très facilement. Le problème se pose aujourd'hui. Il faut que le président... C'est un discours. Il faut que, oui, c'est un discours, mais on a besoin d'un discours effectivement rassurant. Il faut qu'on nous explique, par exemple, pourquoi est-ce que la grève se poursuit dans le secteur de la santé. Il faut qu'on justifie ce que le gouvernement a peut-être des moyens limités, que le gouvernement a peut-être le dos au mur. Qu'on nous explique pourquoi est-ce que la grève se poursuit. Ça, il faut qu'on parle aussi de dans une voie. Il y a toujours paralysie au niveau du ministère. Oui, du ministère des Finances. Il y a grève. Non, mais il y a grève au niveau du ministère des Finances
Le chef de l'État doit se prononcer sur ce dossier-là aussi. On ne pourra pas parler de tout non plus. Non, mais se prononcer, bien sûr. Je dis se prononcer sur cette question-là aussi. Non, il y a une question de priorité. Vous allez malheureusement, il y a une question de priorité. On ne peut pas l'obliger à se prononcer sur tout ce qui peut... C'est un discours sur l'état de la nation. Certes, mais il y a une question de priorité. C'est un discours sur l'état de la nation. Il ne pourra pas mélanger les torchons et les serviettes et tout nous dire à la fois. Attendez, François, qu'est-ce que vous appelez torchon et il ne pourra pas tout mélanger. On va hiérarchiser. Ne lui demandez pas de nous parler de, par exemple, des solutions qu'on pourrait trouver à la grève dans le secteur de la santé. Pourquoi pas? Et de nous parler aussi de certaines difficultés qui nous concernent peut-être que l'état de la nation, c'est ça, non? La santé me paraît. L'état de la nation. Voilà, la santé, c'est une grosse priorité. Par exemple, ça nous paraît forcément. L'organisation du scrutin à bonne date, c'est aussi une véritable priorité. Il ne pourra pas parler de tout, mais la dernière fois, il avait fait l'impasse sur l'environnement, par exemple. Entre les institutions. Il y a certainement. Il peut faire l'impasse sur l'environnement. Puisque c'est l'un des doléances, il y a quand même parlé de pas sûr, dossier tel que le dossier ICC, avec les victimes qui sont à la maison, qui ne savent même pas encore, ils n'ont pas fêté Noël. Ils n'ont pas fêté Noël. Et c'est sûr qu'il fait la Saint-Sylvestre. Chacun ses priorités. Voilà. Non, mais en fait, le chef de l'État est même contraint de ne pas décider service. Parce que cette affaire peut mettre en péril quelque chose dans les urnes. Donc je pense qu'il doit parler de ça. Mais ce qu'on souhaite aussi de la part de l'opposition, c'est de faire le déplacement. Parce qu'un boycott serait désastreux pour cette opposition-là aussi. D'accord. Il faut que l'opposition calme ses ardeurs. Parce que on est en politique et puis chacun tire le droit de son côté. Il faut que cette opposition puisse aussi discipliner un peu. Chers amis, merci. Juste Maïto à présent et la chronique internationale de Heribert Abel-Adjovi. On va faire le bilan ce matin. L'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA informe le public que, en partenariat avec l'Institut français de presse de la prestigieuse Université de Paris 2 Panthéon-Assas pour le master professionnel en journalisme et en partenariat avec l'Institut des arts de diffusion de Louvain-la-Neuve de Belgique pour le master professionnel en réalisation, l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA ouvre les formations de master professionnel en journalisme et en réalisation. Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions suivantes. Pour le master professionnel en journalisme, être titulaire d'une licence professionnelle en journalisme audiovisuel ou être titulaire d'une licence ou d'une maîtrise justifiant d'un stage d'une durée minimale de 3 mois dans un organe de presse. Pour le master professionnel en réalisation, être titulaire d'une licence professionnelle en réalisation. Les inscriptions qui ont déjà démarré se poursuivront jusqu'au vendredi 7 janvier 2011. La rentrée officielle est fixée au mercredi 12 janvier 2011. Le directeur de l'ISMA, le docteur Germain Gonzalo. Heribert, ça nous sort de la politique nationale, quelquefois au ras du sol et au ras de pâquerette. Nous allons nous envoler, nous allons prendre de la hauteur, nous allons parler actualité internationale. Et aujourd'hui, vous nous faites le bilan. Heribert, bonjour. Bonjour Winner ABC, chers téléspectateurs, bonjour. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Sans nul doute, c'est avec une vive émotion que je présente cette dernière chronique internationale de l'armée de l'année 2010. J'ai réfléchi 1000 fois, mais je suis revenu à la même conclusion. Pour cette fin de parcours 2010, il faut jeter un regard sur cette année qui est en train d'égrener ces dernières heures. Je m'en tiens à 4 remarques. Primo, l'épée de Damoclès plane toujours sur l'économie mondiale avec un dollar faible et un euro instable. Secondo, les pays émergents ont vu leur influence s'accroître dans la nouvelle orientation de l'économie mondiale. Tertio, les objectifs du millénaire pour le développement ne seront pas au rendez-vous de 2015. Quarto, la réforme du système des Nations Unies a agité toutes les rencontres